Ça fait quelques années déjà que j'utilise des sacs réutilisables, un tote bag et des petits sacs en filet, plutôt que d'utiliser les sacs plastiques du supermarché. Je trouve ça super, mais est-ce qu'on peut vraiment tout réutiliser? Et c'est quoi la différence avec la consigne? Est-ce que c'est vraiment mieux pour la planète de laver les contenants plutôt que de les recycler? La France fait partie des pays qui consomment le plus de plastique en Europe, avec 70 kilos de plastique par an et par personne, dont la moitié sont des emballages. Et comme 58% des emballages sont en plastique, pas étonnant d'arriver à ce chiffre colossal. 1,2 million de tonnes d'emballages plastiques sont jetées chaque année par les Français et Françaises. Et puisque moins d'un tiers des déchets plastiques sont recyclés et que l'équivalent d'un camion poubelle de plastique est rejeté chaque minute dans l'océan, il y a une véritable urgence à transformer durablement nos modes de consommation et de production. Parmi les solutions, le réemploi, c'est-à-dire la réutilisation des emballages, notamment alimentaires. Alors, en quoi ça consiste? Est-ce qu'on peut tout réutiliser? Quels sont les avantages sur le recyclage? Et est-ce que la filière réemploi est au point? Avec moi pour répondre à toutes ces questions, Nicolas Dauvé, bonjour. Bonjour Nora. Vous êtes chargé de recherche et développement emballage chez Biocoop. À vos côtés, Célia Renson, bonjour. Bonjour Nora. Vous êtes directrice générale de Réseau Vrac et Réemploi, une organisation qui développe et structure ces filières. Alors d'abord, je vais m'adresser à vous, Célia. Comment ça fonctionne, le réemploi? On va prendre un exemple concret pour parler à tout le monde. J'achète de la limonade dans une bouteille en verre. Déjà, comment je sais que cette bouteille en verre, elle est réemployable? Où est-ce que je la rends? Qui la lave? Comment ça marche pour qu'elle revienne dans le circuit? On a développé en 2020 avec notre association un pictogramme qui est composé de plusieurs flèches avec une bouteille au milieu en transparence, qui s'appelle « Rapportez-moi pour réemploi ». Et ce pictogramme, il est aujourd'hui apposé sur les étiquettes ou sur les emballages consignés pour réemploi, ce qui permet aux consommateurs de se dire cet emballage-là, ce produit avec cet emballage, au moment où je l'achète, surtout, je ne le jetterai pas à la poubelle une fois que je l'ai terminé. Le réemploi, en général, et puis dans le cas des emballages, il repose sur un triptyque. C'est-à-dire qu'au tout départ, dès la conception, la fabrication de l'emballage, il a été conçu pour être utilisé plusieurs fois. Donc il a des formes particulières, il a un poids particulier, il a une solidité par exemple particulière. Le deuxième point de ce triptyque, c'est qu'au moment de la consommation, une fois que le produit est terminé, le consommateur va effectuer un geste retour. Donc, il ne va pas jeter l'emballage à la poubelle, il va le rapporter en magasin. On a aujourd'hui recensé avec notre association une cartographie de points de collecte où le consommateur peut venir redéposer ses emballages consignés pour réemploi qui sont porteurs du picto. Donc, cette carte, elle est disponible sur Internet ? Elle est disponible sur un site grand public qui s'appelle vrac-et-réemploi.com. Aujourd'hui, ce sont les magasins qui la mettent à jour pour pouvoir se référencer et dire les typologies d'emballage, de produits qu'ils acceptent. Et donc, si j'ai acheté une limonade dans un magasin X et que je veux la ramener dans un magasin Y, je peux. Je ne peux pas la ramener forcément là où je l'ai achetée. Oui, okay. Tout à fait. Et c'est le but. Donc ça, c'était notre deuxième point de notre triptyque, le geste retour du conso. Et le troisième, c'est qu'effectivement, dans le réemploi, vu qu'on a rapporté son emballage, celui-ci va être remis en état. Il va être lavé pour pouvoir repartir à nouveau dans le circuit et être rempli une nouvelle fois. C'est ça, le réemploi. Est-ce qu'il peut être rempli par quelque chose d'autre que ce qu'on a acheté à la base ? Alors, ça dépend de la typologie des emballages. Vous n'allez pas mettre du jus de fruits, par exemple, dans un bocal ou de la lessive dans une ancienne bouteille de fruits. Donc, il faut que ce soit approprié à un usage. Tout cela est déterminé en amont par le fabricant, donc la typologie de produits qu'on peut recevoir. Et les normes de lavage, aujourd'hui, elles sont travaillées pour pouvoir remettre justement en état l'ensemble de ces emballages du même niveau que le neuf. Du coup, je me demande, parce que là, on parle quand même de nettoyer, donc il y a de l'eau qui est consommée pour ce renettoyage et ce réemploi. Il y a le transport aussi. En multipliant le transport et l'eau, est-ce que pour nettoyer, pour réutiliser, on n'est pas un peu perdant par rapport au recyclage ? Alors, il y a des études qui ont été effectuées par l'ADEME et encore plus récemment, qu'on peut trouver sur le site internet de l'ADEME. Aujourd'hui, quand on compare une bouteille en verre qui est jetée, donc le verre est cassé, et qu'on va refondre au recyclage pour en fabriquer une nouvelle, versus une même bouteille en verre que l'on va laver pour réemploi, les chiffres sont parlants. On fait des économies d'énergie, on fait une économie aussi d'empreinte matière à tous les niveaux. On économise moins 50% d'eau.
Donc ça prend 2 fois moins d'eau de laver une bouteille parce qu'elles sont mises dans des centres de lavage avec de l'eau qui est optimisée. Il faut de l'eau pour produire aujourd'hui une bouteille neuve. On ne le sait pas forcément. C'est aussi moins 79% d'énergie parce qu'effectivement, quand on fait fondre du verre pour fabriquer ou refabriquer une bouteille, c'est à plus de 1200, 1500 degrés. Donc forcément, il faut beaucoup d'énergie, alors que la laver, ça en consomme beaucoup moins. Et c'est aussi moins 75% d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là aussi, on est gagnant, puisqu'effectivement, vu qu'on n'a pas refait monter en température le verre, reprélevé de la matière, etc., on n'a pas refabriqué un objet, on est gagnant à ce niveau-là. Il faut savoir qu'en général, le plus gros impact intervient au moment de la fabrication. C'est plus de 50, voire parfois pour un téléphone portable, 80% des impacts qui sont faits au moment de la production. Donc le laver, le réparer, le remettre en état, c'est gagnant à tous les niveaux. Vous, Nicolas, quand vous parlez du réemploi chez Biocop, quand vous en parlez aussi aux entreprises, c'est des chiffres que vous leur donnez, c'est des chiffres qui permettent d'inciter aussi ? Oui, tout à fait. On a tous des objectifs au niveau des entreprises de réduction de l'impact environnemental. Donc forcément, de savoir que le réemploi versus le recyclage, c'est vertueux, c'est un argument. Donc on ne dénigre pas le recyclage, on dit que c'est bien, mais le réemploi, c'est mieux. C'est vraiment un axe de développement pour réduire l'impact environnemental de nos emballages. Je rappelle un chiffre qui a été le point de départ pour Biocop, c'est 1 emballage sur 10 est en verre chez Biocop. Mais cet emballage, il représente 1/3 des gaz à effet de serre liés aux emballages chez nous. Donc on se devait de repenser l'usage de nos emballages en verre au sein de la coopérative. Qu'est-ce que c'est les avantages du réemploi par rapport au recyclage autrement qu'en matière d'énergie? Et combien de fois est-ce qu'on peut réutiliser un emballage? Je sais que ça dépend, mais bon, est-ce que c'est de l'ordre de 5 fois, 10 fois, 100 fois, 200 fois? Nicolas, Célia, s'il y en a un des deux qui veut me répondre. Ouais, je crois que dans la bibliographie, on a des exemples en Alsace de bouteilles qu'on fait 20 à 50 rotations. Donc on sait que le réemploi, si la boucle est infinie, n'exagérons rien, mais elle va dépendre des actions de chacun. Donc il faut éviter la casse des emballages, ils ont été conçus pour ça, mais il faut surtout éviter la perte des emballages. Donc c'est un élément important, c'est le taux de retour de cet emballage. Le fait que le citoyen va rapporter cet emballage dans un magasin est essentiel pour qu'on ait de plus en plus de rotation. Et vous avez quoi comme taux de retour chez Biocop? Aujourd'hui, une bouteille sur 2 ou pot en verre revient dans nos magasins. C'est en progression constante de quelques pourcentages depuis quelques années, mais on vise des taux beaucoup plus importants pour justement atteindre ce nombre de rotations d'une vingtaine, cinquantaine, on l'espère dans quelques années. Et donc du coup, pour compléter sur les avantages, donc on a bien vu des avantages écologiques, mais aussi des avantages économiques. À partir du moment où vous réduisez votre facture d'énergie pour laver versus produire du neuf, forcément, vous faites diminuer la facture aussi de l'entreprise. C'est aussi un avantage en termes d'emploi locaux. Aujourd'hui, quand on vient collecter des emballages vides en magasin, eh bien là aussi, on a un nouveau maillon de la chaîne de valeur. Donc, on a un nouvel acteur qui intervient. Ensuite, on va trier ces emballages, on va les laver. C'est pareil. Là encore, on a un deuxième maillon de la chaîne de valeur. Donc, on crée un deuxième emploi. Et ce sont des emplois aujourd'hui qui sont non délocalisables parce qu'ils se font dans les territoires. Donc, on a un deuxième argument d'un point de vue économique. Mais c'est aussi un argument en termes de réindustrialisation des territoires. On a désindustrialisé, on parle d'industrie verte. Le réemploi est une véritable industrie verte à tous les niveaux. On vient de le voir. Et donc, in fine, quand on est en meilleure possession de ses outils de production, de sa chaîne de valeur, et qu'on peut faire circuler ces objets, ces emballages au sein de notre territoire, ça nous rend forcément plus résilients. Et le nombre de crises sanitaires ou géopolitiques qu'on traverse et qu'on va continuer à traverser va nous obliger à être en meilleure maîtrise de nos outils de production si on veut toujours continuer à consommer. Réemploi au sens littéral et figuré du coup. Chez Biocop, vous, Nicolas, quand est-ce que vous avez mis en place on appelle ça la consigne pour réemploi aussi, puisqu'on le garde chez soi puis on le rapporte?
Le réemploi chez Biocup, il existe depuis toujours, j'ai envie de dire, mais à une échelle locale. On a toujours eu des producteurs de bière ou de yaourts locaux qui apportaient leurs produits dans nos magasins et qui récupéraient les emballages vides à ce passage et faisaient eux-mêmes leur lavage. Mais en 2020, on a choisi d'accélérer, et justement sur le constat que je présentais tout à l'heure, pour réduire l'impact environnemental, on a décidé d'accélérer sur le réemploi et lui donner une vision nationale et à plus grande échelle. Donc, dès 2020, on a débuté avec 30 magasins qui étaient points de collecte et quelques produits locaux en réemploi. Et puis, on a rapidement accéléré pour atteindre 4 ans plus tard un peu moins de 600 magasins points de collecte, plus de 130 produits au catalogue de la coopérative qui sont aptes au réemploi et diffusés dans toute la France. Quels produits ? Alors, on a quoi ? On a de la bière, du vin, de la kombucha, du kéfir, des jus de fruits. On a maintenant de la sauce soja depuis cette année et des yaourts également. Et on va continuer à développer des nouveaux marchés comme l'huile ou peut-être des plats cuisinés dans les quelques mois à venir. Et l'hygiène aussi, les rayons hygiène ? Lessive, Alors, gel douche. On a une forme de réemploi qui existe depuis maintenant 2010 sur l'hygiène, qui est un peu différente de celle qu'on a décrite jusqu'à maintenant, où on fait appel à des laveurs qui vont remettre en état et retourner l'emballage chez nos fournisseurs. On a une forme de réemploi où, je prends l'exemple de la lessive, le premier achat, on a un bidon qui est acheté et dans nos magasins et sont disponibles des recharges en vrac. Donc le consommateur peut revenir en magasin avec son bidon, il est rechargé. Et ça aussi, c'est une forme de réemploi. Elle est différente de celle qu'on décrivait précédemment, mais on la pratique. Et puis on peut aussi citer le rayon vrac sur l'épicerie où on peut venir avec son propre bocal. Oui, son propre contenant. En Exactement. fait, aujourd'hui, la loi fait qu'on a le droit d'être servi aussi de cette manière-là. Quels matériaux sont concernés ? On parle des produits, mais c'est que le verre ? On a débuté par le verre, les bouteilles en verre, parce que naturellement et historiquement, le réemploi se faisait sur ce matériau-là. Il y était propre, on a été abandonné il y a quelques dizaines d'années au profit de l'usage unique. Donc c'était le matériau qui s'y prêtait le plus. Et puis surtout, quand on voyage à travers l'Europe, on voit qu'il n'a pas disparu dans d'autres pays comme l'Allemagne. On a forcément d'autres matériaux qui seront travaillés demain, peut-être de l'inox, peut-être même du plastique. Mais aujourd'hui, on se concentre principalement sur le verre avec des bocaux et des bouteilles. Et depuis 2020, c'est 480 tonnes d'emballage en verre qu'on a réemployé dans nos magasins. Je le disais tout à l'heure, on est à 600 magasins points de collecte aujourd'hui et on vise dès 2025 à avoir 100% de nos magasins Biocup en France points de collecte pour réemploi. Est-ce que vous démarchez des producteurs, des entreprises, vous Biocup, pour leur parler du réemploi, pour les inciter à mettre en place le réemploi ? Alors oui, en 2020, on a pris notre bâton de pèlerin et on est allé démarcher nos fournisseurs, leur expliquer notre projet de remettre au goût du jour le réemploi, la consigne pour réemploi à l'échelle du territoire national. Donc on a eu la chance de pouvoir compter sur des pionniers qui ont choisi de nous accompagner sur le sujet. Je peux citer Jardin de l'Orbry dans les Deux-Sèvres, Sirop-Menot dans l'Aquitaine ou encore l'Atelier du Ferment en Mayenne, qui nous ont permis de lancer les premiers produits en réemploi, dont la limonade à marque de Biocup, peut-être c'est la référence auquel vous citiez en introduction. On a pu montrer aux autres industriels en France que c'était possible aujourd'hui de remettre au goût du jour le réemploi à une échelle nationale, qu'il y avait des éléments qui étaient présents et aussi qu'il y avait un écosystème qui était présent. On ne l'a pas fait qu'avec nos fournisseurs, là on parlait des fournisseurs de produits, mais on l'a fait aussi avec des partenaires qui viennent opérer derrière pour collecter les emballages, les laver et les redistribuer le plus localement possible. Donc je citerai Bout à Bout sur la région nantaise, Ma Bouteille ça revient sur Valence et puis Rebouteille et puis Alpes Consigne à l'époque, qui étaient les pionniers à nos côtés pour lancer le réemploi à cette échelle-là. C'est quoi la différence avec une consigne classique ? Il faut distinguer le réemploi, qui est le fait de réutiliser un objet, en l'occurrence là un emballage pour son usage premier, de la consigne, souvent monétaire, qui est le fait de déposer une somme d'argent au moment de l'acte d'achat, et cette somme d'argent, elle sera restituée au moment de la restitution de l'emballage. On peut prendre l'exemple de festivals ou événements culturels où quand on vous sert un demi d'une boisson préférée, vous avez 1 euro rajouté. Si vous rendez ce gobelet, l'euro vous est restitué. Mais c'est réemployé, le verre est réemployé finalement. Oui, en l'occurrence, c'est du réemploi, mais on peut imaginer faire de la consigne pour d'autres modes d'utilisation. Il y a bien de la consigne pour recyclage aujourd'hui en place en France pour des bouteilles plastiques par exemple. La consigne, c'est une modalité financière, comme le disait Nicolas. Ça permet de donner de la valeur en fait à ce produit, à cet emballage, et donc de l'inciter à le rendre le plus rapidement possible. Ce qu'on disait, c'est que pour que le système fonctionne, il ne faut pas que le consommateur stocke chez lui les emballages, mais qu'il les rapporte le plus vite possible. Comme ça, on les récupère, on les trie, on les lave et on les renvoie
renvoie pour qu'il soit à nouveau rempli. Mais on peut avoir aujourd'hui du réemploi avec la vaisselle. Par exemple, la vaisselle réemployable, vous avez dû tous voir passer à partir du 1er janvier 2023 les fast-food qui devaient arrêter la vaisselle jetable et on est passé à de la vaisselle réemployable sur place et là, on n'avait pas forcément de consigne. Donc voilà, c'est une modalité qui permet vraiment, au moment où le consommateur part avec cet objet, de l'inciter à revenir avec le plus rapidement possible. Alors, vous ne croyez pas si bien dire l'incitation et la loi. On a vu comment ça marche le réemploi. Maintenant, on va se demander, est-ce que ça marche le réemploi ? En 2020, la loi AGEC a été promulguée. AGEC, ça veut dire anti-gaspillage pour une économie circulaire. L'idée, c'est donc de passer d'une économie linéaire, produire, consommer, jeter, à une économie circulaire avec moins de gaspillage, moins de déchets et plus de réutilisation. C'est ce que vous disiez, par exemple, c'est cette loi qui a imposé à la restauration rapide une vaisselle réutilisable pour les repas qui sont pris sur place, mais aussi dans les cantines. Le but, c'est donc de changer en profondeur nos modes de consommation et de production, comme on l'a rappelé, pour diminuer la pollution, notamment celle des plastiques à usage unique, et de préserver davantage les ressources. Célia, sur le réemploi, quels objectifs chiffrés s'était fixé cette loi, donc l'AGEC, et où est-ce qu'on en est 4 ans plus tard ? On avait fixé 2 paliers. Le premier l'année dernière, en 2023, avec un objectif de 5% d'emballage réemployé, et en 2027, un objectif qui double à 10%. Ambitieux. Ambitieux. Il faut donner des caps. La loi, elle est là pour impulser le changement, donner des caps et faire en sorte que l'ensemble de l'industrie y aille de concert. Aujourd'hui, on n'est pas au rendez-vous de ces objectifs. On a eu le mois dernier par l'ADEME le véritable taux d'emballages qui ont été réemployés au niveau de ce qu'on appelle les emballages ménagers, donc ceux qu'on va jeter dans la poubelle jaune, et on était au taux de 1,1% versus les 5% législatifs. C'est faible. C'est faible. Et dans ces 1,1%, on se rend compte que les 2/3 sont réalisés par les sacs en caisse. C'est-à-dire que vous vous souvenez, depuis 2018, on ne distribue plus de sacs plastiques à usage unique et donc on incite les consommateurs à revenir avec leurs sacs, donc ça peut être des tote bags, ou à acheter des sacs réemployables. Donc les 2/3 de ces 1,1% sont faits par ces sacs-là. Donc à la fois, on peut se dire, du coup, on n'y est pas encore vraiment au réemploi des emballages pour ces produits quotidiens, si 2/3 des 1% est réalisé par les sacs. À la fois, je trouve que c'est aussi encourageant, parce que c'est de se dire que quelque chose qui a été installé il y a quelques années, ça fonctionne. Donc on peut se dire qu'à partir du moment où on va véritablement développer à grande échelle, au-delà de Biocoop qui le fait pour ses magasins depuis longtemps, mais qu'on va pouvoir aussi distiller le réemploi des emballages dans d'autres magasins pour d'autres produits, eh bien on peut espérer que ça va marcher. C'est vrai qu'à l'époque où la loi anti-sac plastique est passée, il y a eu quand même du tollé un peu partout en disant que ça allait être compliqué, de revenir avec. Voilà, c'est embêtant, ça prend de la place, etc. etc. Et aujourd'hui, les gens ont pris l'habitude de le faire. De toute façon, ça a changé quand même relativement rapidement. Et aujourd'hui, c'est quand même dans les consciences qu'on va faire les courses avec un sac. Il y a un chiffre quand même un peu pessimiste. Je vois que le tonnage d'emballage en plastique à usage unique mis sur le marché, donc emballage ménager et professionnel, ont augmenté de plus de 3% entre 2018 et 2021, alors qu'on aurait dû les réduire de 20%. Il y a un truc qui ne marche pas là dans le calcul. La consommation augmente de toutes parts. On a aussi une consommation de tout ce qui est livré et à emporter qui a explosé, qui est aussi beaucoup fait dans des emballages plastiques. Oui, depuis 2020 notamment. Voilà. Post-Covid, pour donner un chiffre, le e-commerce a augmenté de 14% ces dernières années, 14% en moyenne, donc c'est énorme. Donc ça veut dire qu'en fait, on a aussi changé une partie de nos modes de consommation post-Covid, et donc on va devoir s'y atteler. On n'a pas parlé de cette hiérarchie des 3 R, donc je pense que là, avec ces chiffres, c'est le bon moment pour l'introduire. Allez-y. Le Code de l'environnement a stipulé qu'effectivement, il y avait une hiérarchie dans la manière dont on conçoit les emballages, les produits, et que cette hiérarchie, elle doit d'abord réduire au maximum les emballages, donc ceux qui sont inutiles, ou alors la typologie, la quantité de matière pour fabriquer ces emballages. 2, elle doit réemployer. Donc effectivement, au maximum, nous devons concevoir des stratégies, des produits, des modèles économiques qui favorisent d'abord le réemploi, donc l'usage multiple, plutôt que l'usage unique. Et enfin, en bout de course, tout ce qu'on produit doit pouvoir être recyclé. Cette hiérarchie des 3 R, réduire, réemployer, recycler, elle doit
aujourd'hui être la référence pour tout industriel, pour tout capitaine d'entreprise, distributeur, petite, moyenne, grande entreprise. Ça ne doit pas s'arrêter à la taille. Et c'est ce qui permettra véritablement de réduire une partie de ces déchets. Justement, on parlait de l'industrie, des entreprises. Pourquoi est-ce que cette filière réemploi, elle a pris autant de retard par rapport aux objectifs, justement, qui avaient été fixés par l'AGEC ? Il y a de multiples raisons. Une des raisons, c'est celle que je viens d'évoquer. C'est cette, finalement, méconnaissance ou moindre application de cette hiérarchie des 3R qui existe pourtant dans le Code de l'environnement. La deuxième, c'est qu'en fait, structurellement, le réemploi implique de changer les modèles de production, de distribution, les chaînes logistiques. Oui, quand on vient d'acheter une machine, il faut bien l'utiliser quelques années pour l'amortir. C'est une vingtaine d'années en moyenne. Quand un industriel investit dans une ligne de production, de conditionnement, on dit qu'il en a pour 20 ans. Donc effectivement, il ne va pas changer son outil de production du jour au lendemain. Donc il y a cette notion de se dire, en fait, on vient bouleverser en partie une industrie qui est bien installée. Une industrie qui est optimisée, suroptimisée, dans laquelle on a augmenté les cadences de conditionnement et on arrive à faire diminuer le coût de ce qu'on produit. C'est aussi un jeu qui doit se faire avec l'ensemble des acteurs en même temps. Vous ne pouvez pas, en fait, engager la transformation d'industrie, le réemploi, s'il n'y a qu'une seule entreprise qui bouge. En fait, elle va se retrouver pénalisée par le marché, parce qu'on a vu, on a parlé du triptyque production, geste retour, remise en état. Si elle est toute seule à opérer cette boucle-là, ça va être compliqué pour elle, ça va lui coûter beaucoup plus cher et on n'est pas certain que le consommateur rapportera, parce que le consommateur va rapporter ses contenants si c'est la norme, c'est-à-dire que s'il trouve plein de produits en magasin qui sont vendus dans des emballages réemployables et s'il y a un maximum de magasins qui le fait. Autrement, il ne s'embêtera pas si c'est pour un produit. Donc on a l'ensemble de ces facteurs qui expliquent en partie. Et puis on peut aussi parler de la loi. Alors j'ai dit effectivement la loi avait cranté la hiérarchie des 3R. Elle a amené en 2020 un certain nombre d'objectifs. Elle a aussi commencé à doter les éco-organismes de moyens financiers. Oui, parce qu'il faut quand même parler de ça. L'accompagnement passe aussi par un soutien, qu'il soit économique et ou politique, et apparemment, c'est pas encore ça. Exactement. Et dans la loi, donc c'est la première fois en 2020 qu'une loi stipule que le budget des éco-organismes ne sera pas 100% consacré au recyclage, mais intégrera une partie de financement pour le réemploi. Qu'est-ce que c'est un éco-organisme ? Un éco-organisme, c'est une structure qui collecte auprès des metteurs en marché, donc ceux qui fabriquent des produits et qui les emballent, les éco-contributions. Ces éco-contributions, elles vont être redonnées aux collectivités notamment pour financer la gestion, le traitement, la fin de vie des déchets. Donc pour la première fois, une loi française dit 100% de votre budget ne sera pas que consacré au recyclage, mais une partie sera aussi consacrée au développement, au financement du réemploi. On est passé d'un taux de 2% qui a été rehaussé à 5% dans la loi climat et résilience. Donc au minimum, et la loi dit bien au minimum, les éco-organismes doivent consacrer 5% de leur budget au soutien financier, au développement de la filière. Donc c'est un bon début. Ça ne suffira pas forcément à financer l'entièreté de l'industrie à pivoter, mais c'est déjà un bon début. En tout cas, c'est une contribution qui a permis à Biocop d'accélérer. L'année passée, on a pu bénéficier de ce soutien économique et ça a permis de transformer plus rapidement les points de collecte dans nos magasins. On espère que ces soutiens ils continueront dans le temps et permettront de rendre en fait compétitif un emballage réemployable versus un emballage à usage unique. Parce qu'en fait, l'enjeu, il est là. Si on doit convaincre nos partenaires metteurs en marché, fournisseurs, de faire le pas, si on doit les convaincre en masse, puisqu'on l'a compris, il faut arriver à une masse critique, que ce soit metteurs en marché, consommateurs, pour que ça devienne une habitude du quotidien pour tous et qu'on change la matrice de l'usage unique par une matrice du réemploi, qu'on pense sobriété. C'est l'enjeu sur ces questions de demain. Les obstacles, en tout cas les éléments que Célia listait, ce sont des obstacles pour les clients, les entreprises de Biocop ? C'est des obstacles pour tout l'écosystème, même en interne à la coopérative. Évidemment, le changement, ça s'accompagne. Alors, il y a le geste, mais il y a aussi les moyens associés, donc le temps, le fait d'y penser, le fait d'y consacrer des ressources. C'est un enjeu important pour changer
les habitudes de chacun, citoyen, professionnel. On a tous cette double casquette et on doit avoir des motivations et un soutien sur ces points-là. On parlait des collectivités tout à l'heure et du local, notamment de l'emploi local. Est-ce que il y a une forme d'émulation que vous observez parmi justement les industriels, les partenaires de Biocoop qui disent « Ah bah tiens, il y a mon voisin qui a fait ça, donc en fait ça m'intéresse parce qu'au niveau local, on est dans la même région, même département, même territoire. Ça m'intrigue, allons-y ». Totalement. Si on doit prendre quelques chiffres pour l'illustrer, l'offre de produits, on a quelques produits qui se sont lancés. Forcément, quand ces produits sont arrivés sur le marché, entre le moment où on a parlé du projet et l'arrivée sur le marché, ça a réveillé les consciences en se disant « Ah oui, en fait, ils l'ont fait, c'est possible ». Donc ça a inspiré les homologues du marché, donc les autres fournisseurs de bière, les autres fournisseurs de jus se sont dit « En fait, c'est possible, ils l'ont fait ». Ils croyaient que c'était pas impossible, mais ils l'ont fait. Et puis, côté opérateur, quand on a commencé, il y avait 4 opérateurs. Aujourd'hui, on en dénombre plus d'une trentaine. On voit qu'il y a une émulation, il y a des démarches qui se sont montées un peu partout en France, et ce qui nous a permis aussi de mailler le territoire, puisqu'avec les 4 opérateurs historiques, on ne couvrait pas toute la France. Aujourd'hui, on y arrive avec un écosystème très développé. Célia ? Et pour compléter ce qu'on disait, pourquoi on n'est pas arrivé plus vite alors qu'on a la chance en France d'avoir 2 outils législatifs que d'ailleurs beaucoup de pays européens nous envient, qui ont permis de poser les bases. On parlait de l'adaptation, du changement des outils de production. Un élément, c'est aussi la standardisation des emballages. On vient d'une ère où, en fait, effectivement, le marketing, l'innovation, les nouveaux matériaux ont complètement démultiplié les typologies, les formats d'emballage. Et le réemploi aujourd'hui nécessite d'avoir une certaine harmonisation et standardisation pour pouvoir s'échanger les emballages. Vous me posiez la question tout à l'heure, est-ce que je peux mettre un produit différent ? Ben oui, effectivement. Le but est qu'à partir du moment où ce consommateur rapporte son pot d'haricots verts vide, par exemple, dans sa région, le pot reste dans la région et va, une fois qu'il a été remis en état, il va partir chez le producteur le plus proche qui, lui, va remplir des petits pois ou des pois chiches. Donc cette standardisation-là, elle est à refaire en partie, puisqu'elle va à l'inverse de tout ce qu'on a développé ces 60 pour avoir dernières une années. Interopérabilité au maximum, quoi. Exactement. On a quand même des chiffres encourageants, parce que là, on était un peu pessimiste avec les chiffres précédents. J'ai l'impression que c'est encourageant. Sur le site de Réseau Vrac et Réemploi, j'ai lu qu'il y a 10 000 points de vente qui ont un rayon vrac en France. La filière, c'est 9 000 emplois équivalents temps plein en 2023, 13 millions d'emballages lavés et remis en marché et 800 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les produits de grande consommation, vrac et réemploi. Moi, ça me semble des beaux chiffres, mais je ne suis pas dans l'industrie, ça me semble quand même assez intéressant et ça donne de l'espoir. Est-ce que, Célia, vous diriez que malgré tout, malgré les mauvais chiffres et les bons chiffres, on en est encore au stade de l'expérimentation, mais pas du déploiement ? Alors, ça va dépendre des marchés. Sur le vrac, on a largement dépassé le stade de l'expérimentation. On est dans une phase installée, opérationnelle, qui d'ailleurs va être appelée à être de plus en plus grande, puisqu'on a un décret d'application de la loi climat et résilience qui va bientôt entrer en vigueur et qui définit les modalités de calcul des 20% de vrac pour les magasins de plus de 400 mètres carrés. La loi dit qu'effectivement, en 2027, les magasins de plus de 400 mètres carrés doivent consacrer 20% de leur surface de vente au vrac. Donc, on va normalement être appelé à avoir encore plus de vrac. Donc, on a dépassé. Pour tout ce qui est réemploi des emballages, effectivement, Biocoop va atteindre quasiment l'intégralité de ces magasins qui proposent une offre en réemploi. Effectivement, c'est encore loin d'être le cas dans les autres magasins. On doit avoir un peu plus de 1000 magasins physiques aujourd'hui qui proposent des produits consignés pour réemploi. On a aussi de la distribution en ligne qui s'est développée pour répondre aussi aux besoins des consommateurs qui sont éloignés d'un point de vente ou qui préfèrent commander en ligne et au moment de la réception de leur commande, de rendre à ce moment-là leurs emballages consignés pour réemploi. Donc ça se développe plutôt pas mal. C'est sur le même site dont vous parliez avec la carte ? Alors la cartographie, ce sont les sites pour lesquels on peut rapporter ces emballages vides. Là, je pensais notamment à des distributeurs, des magasins de vente en ligne, où en fait vous commandez en ligne vos produits, on vous les livre. Et à réception, vous pouvez rendre à ce distributeur les emballages vides. Donc, on est dans ces phases-là, côté Biocoop et sur ces distributeurs en ligne, dans une phase opérationnelle. Les expérimentations, on les voit plutôt dans les chaînes de supermarchés, d'hypermarchés, avec les grandes marques nationales
qui, elles, sont en train de remettre un pied dans le réemploi et testent effectivement différents modèles. Et on sait qu'elles peuvent être les locomotives justement de ce changement, avec l'échelle à laquelle elles agissent. Complètement. Et c'est ce qui est attendu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des acteurs pionniers qui sont engagés, qui éprouvent les modèles, qui montrent que ça fonctionne à la fois côté producteur, magasin, mais aussi consommateur, que les consommateurs l'adoptent. Maintenant, il faut pouvoir transposer ce modèle aux autres magasins pour avoir de l'impact. On jette par an 100 milliards d'emballages ménagers, 100 milliards d'emballages ménagers. Donc si on veut avoir de l'impact, réduire cette quantité de déchets, le vrac doit pouvoir se développer partout. Nicolas, on a parlé de comment inciter les entreprises, l'industrie à se mettre au réemploi, à s'adapter à ça. Mais est-ce que nous, consommateurs, consommatrices, on est prêtes à changer nos habitudes de consommation ? Je dirais de plus en plus, et on l'observe. En 2020, quand on a lancé le projet, ils étaient peu nombreux, les clients qui nous sollicitaient sur la question du réemploi. Aujourd'hui, c'est devenu la 3e question sur les questions d'emballage exprimées au niveau de la coopérative. Donc ça, c'est une progression et on voit que ça commence à s'ancrer dans le quotidien de nos clients et on espère que ça va s'ancrer dans le quotidien de tous les citoyens français demain. Et donc ça, c'est la parole, mais il faut y joindre les actes. Donc on a aussi des bonnes performances au niveau des ventes sur nos produits en réemploi et des attentes surtout importantes sur ce point, parce qu'on voit le taux de retour qui était un peu notre baromètre d'adoption progresser d'année en année. Donc on voit parole et actes aujourd'hui de nos consommateurs sont présents. Maintenant, il faut aller convaincre les consommateurs de France sur le sujet. Comment est-ce qu'on incite justement ? C'est quoi les leviers supplémentaires, les leviers à disposition pour inciter les gens à déjà y réfléchir ? Parce que c'est déjà une première étape, réfléchir aux emballages, au fait qu'on jette beaucoup d'emballages et aussi de peut-être privilégier le réemploi. Alors ils sont nombreux, on en a cité un tout à l'heure, c'est la consigne monétaire. En effet, une fois que l'acte d'achat est fait, cette consigne elle va doper le taux de retour et les consommateurs vont rapporter ces emballages. Mais avant de parler de consigne, il faut parler d'acte d'achat. Donc il faut que l'offre soit visible. Et une offre visible, ça veut dire qu'il faut beaucoup de produits en réemploi. Il faut substituer des références qui sont à usage unique par du réemploi et non pas faire de l'additionnel et avoir encore le choix. Si on veut vraiment opérer ce virage-là, c'est essentiel. Une petite contrainte douce, quoi. Rendre visible, en fait. Si on ne substitue pas, les magasins ne sont pas extensibles à l'infini. Donc, on a besoin de rendre visible le réemploi. Et pour ça, il faut que des gammes complètes soient basculées. L'exemple que je prends aujourd'hui, c'est la bière en 75 centilitres. On a une grande majorité de notre offre qui est en réemploi. On a vu les performances sur cette gamme-là s'améliorer parce que mentalement, le réflexe, c'est « Ok, j'ai acheté une bière 75 centilitres chez Biocop, elle est forcément réemployable, je la rapporte. » Donc, il n'y a plus ce réflexe de regarder est-ce qu'il y a le picto, ce qu'on évoquait en introduction, qui doit s'ancrer. Ça, c'est principalement l'évolution. Et l'autre levier que nous, on a observé dans nos magasins, qui sont des petites structures avec des équipiers motivés et sur ce sujet, c'est en fait la communication physique, mais aussi verbale sur le sujet. Donc nos équipes en magasin, elles sont motivées à doper le taux de retour, les ventes sur cette thématique. Donc ils en parlent en caisse au moment du passage en caisse. Oui, leur dire au fait, cette bouteille-là est réemployable. Je ne sais pas si vous le saviez, il y a ce petit logo, etc. Faire de la sensibilisation vraiment de façon très directe. Exactement. Et les meilleurs magasins qui aujourd'hui atteignent quasiment 6000 bouteilles collectées par an, c'est les magasins qui ont réussi à communiquer, impliquer leurs équipes en magasin, mais aussi les clients qui viennent chez eux, pour leur faire comprendre ce qu'est le réemploi, quel rôle ça a, quels bénéfices et pourquoi ils font ce geste. Célia ? 2 aspects importants, la visibilité et la praticité. Sur l'aspect visible, effectivement, il faut que le consommateur puisse l'identifier, que ça soit évident et qu'il puisse le faire. Donc, c'est effectivement avoir beaucoup de points de vente. Dans ces points de vente, avoir beaucoup de produits, que ces produits-là soient identifiables comme étant des produits en emballage réemployé, pas jetable. La plus grande perte qu'on pourrait avoir pour le réemploi, c'est que cet emballage finisse à la poubelle et ne soit pas rapporté. Donc, d'où le pictogramme, des informations en magasin. Et aussi montrer que finalement, c'est pas si compliqué de rapporter, on le disait, ce geste retour, il est clé, et qu'on peut le faire dans différentes circonstances de notre quotidien, et quelque part qu'on le fait déjà. Donc, pour travailler sur cet axe-là, on a lancé, ça va faire 3 ans maintenant, donc en mars prochain, ça sera la 4e édition, le mois du vrac et du réemploi. On s'est dit, il faut qu'on puisse trouver un moment
où on en parle un peu plus que d'habitude, où on mobilise les magasins qui ont un rayon vrac, qui vendent des produits en emballage réemployable, et qu'on vienne communiquer auprès du consommateur en leur apprenant ce geste vrac et réemploi et lui montrer que c'est facile. Alors on le fait en général avec des gestes comme la gourde, comme le mug pour le café à emporter, ou son tupperware le midi, son sac à vrac, ou tout simplement effectivement le picto, la bouteille ou le bocal avec le geste retour. Et donc ce mois du vrac qui revient chaque année, Biocoop est partenaire et on pourra retrouver toutes les informations sur le même site internet vrac-et-réemploi.com. Et d'ailleurs, en préparant ce podcast, j'ai vu pour la première fois à la télé une publicité de Citeo sur le réemploi. Ben ça, c'est nouveau. Ça aussi, c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui est venue modifier les cahiers des charges des éco-organismes et qui leur a dit vous devez avoir un budget dédié au réemploi et vous devez aussi mener des campagnes de sensibilisation sur ces sujets. Donc, on est très contents. On a vu la publicité. Elle est très pédagogique, didactique et positive. Et c'est exactement ce dont on a besoin pour embarquer le plus grand nombre. Je voudrais quand même, Célia, que vous me disiez quelque chose que vous m'avez dit quand on a préparé ce podcast. Vous parlez d'une rupture, mais d'une rupture aussi des mentalités, de comment on perçoit l'emballage. Et c'était très important pour moi que vous le disiez parce que c'était très intéressant. On a tendance à percevoir l'emballage plutôt comme un déchet, plutôt que comme quelque chose d'utile. Aujourd'hui, si on regarde dans le monde, l'industrie de l'emballage, c'est peut-être la plus grande industrie en termes de volume, puisqu'on ne peut pas échanger, transporter un produit, une machine à laver ou effectivement ces céréales sans emballage. Et donc le réemploi, moi je trouve, permet aussi de redonner de la noblesse à l'emballage parce qu'il n'est pas simplement vu comme quelque chose qui va protéger le produit et qui va terminer à la poubelle, mais quelque chose presque comme un bien manufacturé. Je le disais au début, notre fameux triptyque du réemploi, c'est-à-dire que dès le début, dès la conception, on va penser l'emballage pour qu'il ait plusieurs vies. Donc on va le penser quelque part comme un objet. Et comme un produit à part entière. Comme un produit à part entière, non plus finalement comme un emballage. Et le consommateur va avoir la même perception puisqu'il ne va pas le jeter à la poubelle, il va le rapporter. Donc on va le choyer, on va en faire attention et on pourra avoir ainsi de multiples utilisations. Vive le réemploi. Merci Nicolas Dauvé et merci Célia Renson. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Plus bio la vie. Ciao.